Dans cette deuxième vidéo sur les probabilités, on va voir cette fois-ci comment calculer les probabilités par différentes méthodes. Alors on va commencer par définir intuitivement la notion de probabilité. Donc on dira que la probabilité d'un événement, c'est la fréquence de réalisation de cet événement lors d'un grand nombre de répétitions d'une même expérience aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on reprend l'exemple de notre dé, qu'on prend un dé à 6 faces, on le lance 1 million de fois, on note les résultats obtenus à chaque fois. Eh bien, on sait bien qu'on va obtenir à peu près une fois sur 6, 1, une fois sur 6, 2, etc. Pareil pour les autres numéros possibles. Donc voilà comment on peut définir une probabilité d'un événement à partir de la répétition d'une expérience un très grand nombre de fois. Alors évidemment, on va essayer ensuite de faire des calculs parce qu'on ne peut pas faire ça non plus à chaque fois. Donc il faut mettre en place des méthodes de calcul qui correspondent à ce modèle. Alors d'abord, on va définir une première chose, ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Donc on dira que des événements sont équiprobables s'ils ont la même probabilité de se réaliser. Et donc si on sait qu'on est en situation d'équiprobabilité, et bien dans ce cas-là, pour calculer la probabilité d'un événement, il suffira de prendre le nombre d'issues favorables, donc contenu dans A, divisé par le nombre d'issues de l'univers, c'est-à-dire total, et ça nous donnera la probabilité de réaliser l'événement grand A. Alors si on reprend l'exemple étudié dans la vidéo précédente, on a vu que l'univers est composé des issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et effectivement, ces issues sont équiprobables puisque j'ai autant de chances de faire 1 que 2, etc. À condition bien sûr que le dé soit équilibré. Et donc si je veux calculer par exemple la probabilité d'un événement A, c'est-à-dire faire un nombre pair, donc je sais que les issues favorables c'est 2, 4, 6. Et donc je n'ai qu'à prendre le nombre d'éléments de A, donc c'est-à-dire 3, divisé par le nombre d'éléments de l'univers, c'est-à-dire 6, et ça me donne la probabilité de réaliser l'événement A, c'est-à-dire 3 sur 6, donc 1 demi, ou 0,5. Donc effectivement, si je lance un dé, j'ai une chance sur 2 de faire un nombre pair, une chance sur 2 de faire un nombre impair, bien sûr on le savait déjà. Alors simplement, on voit ici que ce procédé n'est valable que si évidemment le nombre d'issues de l'univers est fini. Si ici on a un nombre infini, forcément on aurait quelque chose qui fait 0, donc ça ne marche pas. Donc on se place dans un cas où on a un nombre fini d'issues possibles. Conséquence, eh bien, sachant qu'il y a moins d'issues favorables que d'issues au total, on aura toujours une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. Donc on ne pourra pas avoir quelque chose qui est plus grand que 1 évidemment, et encore moins quelque chose de négatif. Donc ça, il faudra s'en rappeler lorsqu'on calcule les probabilités, toujours vérifier que le résultat obtenu est compris entre 0 et 1. Deuxième chose, donc si je calcule la probabilité de chacune des issues et que j'ajoute le tout, eh bien évidemment je dois trouver 100% des cas, c'est-à-dire que la somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Alors maintenant on va définir ce qu'est une loi de probabilité. Donc une loi de probabilité c'est en fait un tableau de deux lignes. Sur la première ligne on va avoir toutes les issues possibles de notre expérience aléatoire. Donc évidemment il faut que oméga soit un ensemble fini, puisque sinon ce serait une infinité de possibilités, ça ne serait pas possible. Et ensuite on va mettre sur la deuxième ligne les probabilités de chaque issue possible. Donc on va voir dans l'exemple ce que ça donne. Donc ici, nous, on a vu que la probabilité de chaque issue est égale à 1 sur 6 avec notre dé à 6 faces. Donc les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la probabilité de chaque issue est égale à 1 sixième. Donc on mettra à chaque fois 1 sixième dans la deuxième ligne. Alors on va vérifier que les conditions qu'on a vues précédemment sont bien réalisées. C'est-à-dire d'abord, on voit bien que toutes les probabilités sont comprises entre 0 et 1, puisque 1 sixième, ça fait à peu près 0,17. Et enfin, si j'additionne les probabilités de toutes les issues, eh bien j'obtiens 6 fois 1 sixième, c'est-à-dire 1, donc j'ai bien également la somme des probabilités qui fait 1. Alors une première propriété importante, c'est que si j'ai deux événements A et B, eh bien la probabilité de réaliser A ou B, on a vu dans la vidéo précédente que A union B, ça voulait dire A ou B, eh bien ce sera la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B, moins la probabilité d'avoir A et B en même temps. Et deuxième propriété, c'est que si on a un événement A bar, on a défini comme étant l'événement contraire de A, c'est-à-dire qui contient toutes les issues qui ne sont pas contenues dans A, et bien si j'ajoute la probabilité d'obtenir A plus la probabilité d'obtenir son événement contraire A bar, la somme des deux doit être égale à 1. Ces deux égalités vont être souvent utilisées pour les calculs de probabilité. Alors cas particulier, si les événements A et B sont incompatibles, ça veut dire que A inter B c'est l'ensemble vide, donc ils n'ont rien en commun, aucune issue en commun, et bien dans ce cas-là, la probabilité d'avoir A union B, ce sera simplement P de A plus P de B. Alors dans notre exemple, on va voir un petit peu comment appliquer tout ça. Donc on se donne toujours pareil l'événement A, faire un nombre pair de 4, 6. On a vu que P de A égale 3 sur 6 précédemment, ou 0,5 c'est pareil. Et on a l'événement D, qui est faire un nombre strictement inférieur à 3. Donc on a les issues 1 et 2 qui sont contenues dans D. Donc P de D c'est 2 sur le total 6.
Et donc si je veux P de A union D, eh bien j'écris d'abord A union D, dans ce cas-là je peux le faire. Donc c'est 1, 2, 4, 6. Je rappelle qu'on prend les issues de A et les issues de D, en ne répétant pas les issues qui sont communes. Donc finalement j'obtiens 4 issues ici, sur 6 au total, donc P de A union D ce sera 4 sur 6. Et maintenant si je calcule A et D, donc A inter D, je prends les issues communes à A et D, il n'y a que 2 ici qui est commun aux deux ensembles, donc c'est égal à l'ensemble contenant uniquement l'élément 2, et donc P de A inter D c'est une issue sur 6, donc 1 sixième, et maintenant si je calcule ce qui est marqué ici, P de A plus P de B moins P de A inter B, je constate que ça me donne bien 4 sur 6, c'est-à-dire que je retrouve bien ici la valeur de P de A union D que j'ai calculée précédemment directement. Alors maintenant, on va voir comment modéliser des situations de probabilité un peu plus complexes, en utilisant soit un tableau, soit un arbre. Donc on va commencer par le tableau, et pour ça, on va se baser sur un exemple. Donc cette fois-ci, on lance 2 dés identiques à 6 faces, et on note la somme obtenue. Donc déjà, pour décrire l'univers, c'est pas si facile que ça. Pour voir toutes les issues, on va y arriver assez facilement, mais pour calculer leur probabilité, si on fait ça à la main, on risque de se tromper parce qu'on risque d'oublier des cas. Donc pour ça, le mieux, eh bien, c'est de faire un tableau à double entrée. Donc on va avoir le premier dé qui sera ici représenté par les colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on aura le dé numéro 2 qui sera ici sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça, on peut additionner à chaque fois la somme obtenue, donc 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, 6 plus 6 ça fait 12, etc. Et donc ici, on a bien toutes nos issues regroupées dans le tableau. Donc pour les compter, c'est facile, puisqu'on a 6 colonnes et 6 lignes, 6 x 6, 36, donc on a 36 tirages possibles. Quelles sont ces issues ? Eh bien, on va avoir le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc dans oméga, on aura les issues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 12, sachant qu'on constate immédiatement que comme il y a 36 tirages et qu'ici il n'y a pas 36 issues, eh bien il n'y aura pas équiprobabilité. On voit par exemple que la probabilité de faire 2 sera bien plus faible que la probabilité de faire 7 par exemple. Donc c'est ce qu'on va calculer maintenant. Alors attention ici, parce que dans oméga, on a l'impression qu'il n'y a que ces issues-là. Donc on a envie, pour calculer la probabilité de faire 2, de prendre l'issue 2 divisé par le nombre d'issues qui sont ici. Mais ça, on a vu que ça n'était valable qu'en situation d'équiprobabilité. Et ici, on n'est pas en situation d'équiprobabilité. Si on voulait se placer dans le modèle de l'équiprobabilité, il aurait fallu mettre dans oméga tous les résultats possibles ici. Donc, c'est-à-dire 2, 3, 3, 4, 4, 4, etc., etc. Et à ce moment-là, on peut utiliser effectivement la propriété qu'on a vue au départ, c'est-à-dire le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas au total. Donc ici, le nombre de cas au total, ça va être pour nous 36. Et donc, on va prendre à chaque fois le nombre de cas favorables sur 36 de façon à se placer comme si on était en situation d'équiprobabilité. Donc ici, on commence par la probabilité de 2. On a un cas favorable sur 36 cas au total, donc ça fait 1 sur 36. Et ça correspond également à la probabilité de faire 12. Ensuite, la probabilité de faire 3, on a 2 cas favorables ici sur 36. C'est la même chose que pour 11. On continue, la probabilité de faire 4, 3 cas sur 36, c'est-à-dire la même probabilité que faire 10, etc., etc., jusqu'à 7 comme ceci, où là on a le maximum, c'est-à-dire 6 possibilités de faire 7 sur 36 au total. Alors maintenant, on va regrouper tous ces résultats dans un tableau pour avoir notre loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc ici, dans la première ligne, on met les issues. Donc on a 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 12. Et dessous, on met la probabilité de chaque issue, donc 1 sur 36, etc., etc. On pourrait vérifier évidemment que la somme de tout ça, ça fait 1. Je vous laisse le faire si vous voulez. Et on voit de façon évidente que la probabilité de chaque issue est comprise entre 0 et 1. Donc ici, on rappelle, on n'a pas une situation d'équiprobabilité, attention, contrairement à ce qu'on avait vu dans les exemples précédents. Alors deuxième façon de modéliser une expérience aléatoire, c'est en utilisant un arbre. Donc ça, c'est souvent lorsqu'on a une succession de tirages, etc. Donc on va avoir un exemple, différent cette fois-ci. Donc cette fois-ci, on se place avec une urne qui contient 5 boules, 3 numéro 1, 2 numéro 2, et on va tirer 2 boules successivement, sans remise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une boule, on ne la remet pas dans l'urne avant de tirer la deuxième. Donc le premier tirage, eh bien j'ai les 5 boules à disposition, donc je peux tirer soit les 3 numéro 1, soit les 2 numéro 2. Et ensuite, au deuxième tirage, évidemment, en fonction du résultat que j'ai obtenu la première fois, eh bien, le tirage de la deuxième boule en dépend. Donc si j'ai tiré d'abord une boule numéro 1, il me restera 2 boules numéro 1 et 2 boules numéro 2. Et si j'ai d'abord tiré une boule numéro 2, il me restera 3 numéro 1 et 1 numéro 2. Donc voilà la construction de notre arbre.
Alors maintenant, comment utiliser cet arbre pour faire des calculs de probabilité? On va commencer d'abord par donner un peu de vocabulaire. Donc ici, ce qui est en bleu, on va appeler ça une branche de l'arbre. Donc ici, on en a une autre. Ensuite, ce qui est en rouge, donc c'est-à-dire des branches successives, on va appeler ça un chemin. Donc dans cet arbre, on voit que une issue, en fait, c'est le tirage de 2 boules comme ceci. Donc ça correspond à un chemin. Donc chaque chemin est une issue de l'expérience aléatoire proposée ici. Alors maintenant, on va voir quelques calculs de probabilité. Si par exemple, on veut savoir la probabilité que la première boule est le numéro 1 et que la deuxième boule est le numéro 2. Donc on va regarder. Donc ça veut dire que pour le premier choix, eh bien je vais me placer ici, ici ou ici. Et pour le deuxième choix, je veux numéro 2. Donc je vais suivre mon chemin en partant du 1. Je vais avoir ça ou ça. Ensuite ici, ça ou ça. Et ça ou ça. Donc je vois que j'ai 6 chemins qui sont favorables dans ce cas-là et qui font que j'ai la première boule qui a le numéro 1 et la deuxième boule qui a le numéro 2. Sur combien de chemins au total? Eh bien il suffit de les compter. Donc il suffit de compter ici nos boules qui sont ici. Donc vous voyez qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, ça fait 20. Donc je peux dire que la probabilité que la première boule est le numéro 1 et que la deuxième est le numéro 2, ben ce sera 6 sur 20. Et si je simplifie, ça fait 3 sur 10. Deuxième exemple, cette fois-ci la probabilité que une boule est le numéro 1 et que l'autre est le numéro 2. Alors, la différence, c'est que cette fois-ci, c'est n'importe laquelle. Donc soit la première a le numéro 1 et la deuxième a le numéro 2, soit la première a le numéro 2 et la deuxième a le numéro 1. Donc cette fois-ci, évidemment, il y aura plus de possibilités, puisque je vais avoir toutes celles que j'avais avant, mais je vais ajouter en plus celle où j'ai d'abord le numéro 2 et après le numéro 1. Donc je vois que je rajoute ici 3 issues possibles, et 3 issues possibles, ça fait 6, plus les 6 que j'avais déjà, 6 et 6, ça fait 12. Donc j'obtiens 12 issues favorables sur 20 au total, donc 3 sur 5. Donc ici, on a ce qu'on appelle un arbre simple. Alors pourquoi un arbre simple? Tout simplement parce que il y a une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que tous les chemins ont la même probabilité de se réaliser. Donc, c'est facile à modéliser. Par contre, vous voyez que pour les calculs, c'est un peu compliqué parce que ça multiplie le nombre de chemins. Et donc, on voudrait essayer un petit peu de simplifier cet arbre de façon à avoir des calculs de probabilité facilités par la suite. C'est ce qu'on va voir avec l'arbre pondéré. Alors, dans un arbre pondéré, chaque issue différente n'est représentée qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'au départ, on peut tirer soit une boule 1, soit une boule 2. Et ensuite, une fois qu'on a tiré une boule 1, on peut encore tirer une boule 1 ou une boule 2. De la même façon, si on a tiré une boule 2 au départ, on peut tirer soit une boule 1, soit une boule 2. Donc au lieu de représenter la situation en utilisant le modèle équiprobable, cette fois-ci, eh bien, on représente une fois les issues, mais par contre, ici, on va mettre des pondérations sur les branches pour associer à chaque issue sa probabilité. Donc si je regarde la probabilité de tirer une première boule numéro 1, j'ai 3 numéro 1 et 2 numéro 2, donc ça me fait 3 sur 5. Donc ici, je vais pondérer la branche qui est ici avec la probabilité 3 sur 5. Alors maintenant, quelle est la probabilité que la première boule est le numéro 2? J'ai ici 2 boules numéro 2 sur 5 boules au total, donc ce sera 2 sur 5. Je fais la même chose pour la suite. Une fois que j'ai tiré une première boule numéro 1, il n'en reste plus que 2 dans l'urne, donc il me reste 2 numéro 1 et 2 numéro 2. Par conséquent, j'ai une chance sur 2, 2 sur 4 c'est la même chose, d'avoir encore une numéro 1, ou alors 2 sur 4 d'avoir une numéro 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Si par contre j'ai au premier tirage la numéro 2, à ce moment-là il me reste 3 numéro 1 et une numéro 2, donc j'aurai 3 quarts de chance de tirer une numéro 1 au deuxième tirage, et 1 quart de chance de tirer une numéro 2. Alors maintenant, comment faire des calculs de probabilité à partir de cet arbre? Eh bien c'est simple, on va tout simplement multiplier la probabilité des branches d'un chemin pour avoir la probabilité qui correspond au chemin. Et très important, on constate que si on appelle ça un nœud ici, eh bien les probabilités qui sont issues d'un même nœud, si on les ajoute, on constate qu'à chaque fois ça fait 1. Vous voyez qu'ici ça fait 1, ici ça fait 1. Donc la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1, ne pas l'oublier quand on complète son arbre pondéré, c'est très important. Alors maintenant on va calculer les mêmes probabilités que précédemment. Donc c'est-à-dire on va commencer par la probabilité que la première boule est le numéro 1 et que la deuxième boule est le numéro 2. Donc première boule à numéro 1, ça correspond à cette branche ici où il y a 3 sur 5. La probabilité qu'ensuite on ait le numéro 2, c'est la deuxième branche ici où on a une probabilité de 1,5. Et donc en utilisant la probabilité 4, on va dire que la probabilité de ce chemin, c'est 3 sur 5 fois 1 sur 2. Et donc on obtient finalement 3 sur 10,
ce qui est bien le résultat qu'on avait obtenu avec la première méthode dans l'arbre simple. Deuxième exemple, cette fois-ci, comme précédemment, on veut la probabilité qu'une boule ait le numéro 1 et que l'autre ait le numéro 2, donc sans l'ordre cette fois-ci. Donc ici, on va avoir le cas précédent qui fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit d'abord la numéro 1 et ensuite la numéro 2, mais cette fois-ci, on peut aussi avoir d'abord la numéro 2 et après la numéro 1. Donc on va ajouter ici les probabilités des deux chemins, donc c'est-à-dire qu'on va avoir 3 sur 5 fois 1,5 plus 2 sur 5 fois 3 sur 4. Et donc, on obtient ceci, tout calcul fait, on obtient 3 sur 5. C'est bien le même résultat que l'on avait obtenu avec l'arbre simple. Voilà, ceci termine notre chapitre sur l'étude des probabilités en classe de seconde.